Et sur la scène européenne, François Asselineau, quelle est votre analyse des élections générales britanniques? Nous voilà maintenant sortis de cette question des élections législatives en France pour passer aux élections législatives au Royaume-Uni. Alors, il y a un truc qui m'a quand même assez sidéré, mais que je trouve quand même extrêmement intéressant. C'est que Madame May, en effet, a raté son pari. Elle a procédé à une dissolution anticipée de la Chambre des communes, procédé à ce qu'au Royaume-Uni on appelle les élections générales. Elle anticipait sur la foi des sondages qu'elle aurait un raz-de-marée de députés du Parti conservateur. Et en fait, elle en a perdu quelques-uns parce que elle a fait moins que prévu. Donc tout ça dont acte. C'est vrai que sa situation, ça prouve d'ailleurs au passage que ça porte rarement ses fruits de dissoudre une Assemblée nationale. Regardez ce qui s'était passé en France, par exemple, en 1995 ou 97, pardon, lorsque Jacques Chirac avait dissous l'Assemblée nationale. C'était un petit peu le même type de raisonnement. Il avait là aussi raté son opération. Moi, à mon avis, il faut pas bousculer le calendrier électoral. Mais néanmoins, il y a quelque chose que je trouve assez extraordinaire dans ces élections britanniques. C'est le compte-rendu qui en a été fait en France. En France, quand vous voyez les articles qui ont été diffusés ou les médias qui ont été diffusés dans la presse, il était question d'un échec cinglant de Theresa May. Voilà. Dans d'autres médias, on nous parle d'un échec, quasiment catastrophique pour Theresa May. Dans un autre encore, on nous explique que Madame Theresa May, elle a raté des élections catastrophiques, etc., etc. Bon. Alors, il faut quand même revenir aux chiffres. Madame Theresa May, elle a obtenu 42,4% des suffrages. C'est-à-dire, la participation, l'abstention, a été de 31,3. Retenez bien ces chiffres. Madame Theresa May est arrivée en tête. Elle a obtenu 42,4% des suffrages. L'abstention a été de 31,3. Maintenant, on compare avec ce qui s'est passé en France. Le mouvement En Marche de M. Macron, qui a été présenté par la même presse comme ayant bénéficié d'un raz-de-marée, le mouvement En Marche, au premier tour, a obtenu 32,4% des suffrages, c'est-à-dire 10 points de moins que Madame Theresa May. Quant à l'abstention, j'en ai parlé tout à l'heure, elle a fait 51,3, c'est-à-dire 20 points de plus qu'au Royaume-Uni. C'est-à-dire que les résultats de M. Macron sont très mauvais par rapport à ceux de Madame Theresa May, objectivement. La presse française, dans un cas, nous présente échec cinglant de Madame Theresa May, apocalyptique, et nous présente, dans l'autre cas, Monsieur Macron comme étant raz-de-marée, victoire d'un seul homme de Monsieur Macron, etc. Voilà ce qu'est la presse française. C'est un scandale. C'est un scandale de mauvaise foi, de propagande éhontée en faveur du candidat des milliardaires. Alors, pour le reste, Madame Theresa May, effectivement, le problème qu'il y a en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est que c'est un scrutin uninominal majoritaire à un tour, et non pas à 2 tours comme en France. Ça veut dire, c'est un scrutin uninominal, pas majoritaire, excusez-moi, c'est un scrutin uninominal à un tour. Ça veut dire qu'au Royaume-Uni, c'est le candidat qui arrive en tête qui empoche la circonscription. Voilà. C'est aussi simple que ça. Même s'il fait 40%, si le suivant fait 39%, c'est le candidat qui arrive en tête qui empoche la circonscription. Bon. Donc, il n'y a qu'un seul tour. Voilà, c'est le système tel qu'il existe au Royaume-Uni. Je signale d'ailleurs que Mme Theresa May, le Parti conservateur, avec les 42,4, a augmenté de 5,5 points le nombre de 5,5 points le nombre de ses électeurs par rapport aux dernières élections. Donc on ne peut pas parler d'un échec cinglant. La participation est élevée, l'abstention est faible par rapport à nous, à 31,3. Ce parti conservateur a fait 5,5 points de plus. Elle avait fait 36,9.
elle passe, je crois, à 42,4, c'est ça, ça doit faire, ça fait le décalage. Voilà. Alors c'est vrai que elle perd un certain nombre, quelques députés, donc du coup elle a été obligée de faire alliance avec d'autres. Ce qui est vrai aussi, c'est que le Parti travailliste a grimpé de 9 points. Le parti de Jeremy Corbyn. Mais les électeurs qui ont voté pour Jeremy Corbyn l'ont fait sur des questions sociales, c'est-à-dire qu'ils veulent une augmentation des salaires. Madame Theresa May avait fait des déclarations qui ont été mal perçues sur la question des héritages, où il s'agissait notamment de prélever des héritages sur la fiscalité de l'héritage au Royaume-Uni. Donc c'est des questions internes qui n'ont d'ailleurs absolument rien à voir avec la question du Brexit. Il y a même encore mieux, c'est que le parti qui était le plus favorable au Brexit, c'est le plus favorable à l'Union européenne, pardon, le parti libéral a perdu 0,4 points. Et le parti indépendantiste écossais, qui était ultra-européiste et qui voulait un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, s'est pris une gifle, puisque non seulement il a perdu je sais plus combien de points, mais qu'il a perdu, il est passé de 56 députés à 31. Il a perdu 25, il a perdu près de la moitié de ses députés. Ce qui signifie, en définitive, que Madame Theresa May a été, en effet, elle a raté son pari, elle a été un peu fragilisée, mais pour des questions de politique intérieure, mais absolument pas pour la question du Brexit. Bien au contraire, on voit au contraire qu'il y a eu plus d'électeurs qui ont voté pour elle. Alors il y en a un qui s'est effondré, c'est le UKIP, mais ça c'est normal puisque le Brexit ayant été voté, le parti de Nigel Farage maintenant, elle n'intéresse plus beaucoup les électeurs parce que son objectif a été atteint. Retour en France, quelles sont les dernières nouvelles du gouvernement ? Les dernières nouvelles du gouvernement aujourd'hui, donc nous sommes mardi 13 juin. Alors, on apprend qu'il y a un nouveau scandale concernant monsieur Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion du Territoire, qui vient d'être sorti voilà, je ne sais pas ce qu'il va en être. En attendant, monsieur Ferrand a quand même un ballottage favorable, donc il va peut-être être élu député. Ça veut donc dire que si les électeurs votent pour ce monsieur, il faudra plus ensuite qu'ils se plaignent d'avoir des affairistes au gouvernement. Là, ce qui est important quand même, ce sont les déclarations qui ont été faites. Il y a deux types de déclarations au cours des jours récents. Il y a eu les déclarations de madame Sylvie Goulard, ministre des Armées. J'ai déjà expliqué ce que je pensais de l'intitulé du ministère des Armées, mais madame Goulard, elle a fait des déclarations assez tonitruantes. La première, elle a expliqué que la promesse faite par Macron de porter à 2% du produit intérieur brut le budget du ministère des Armées hors pension ne serait pas tenu. Déjà, la première promesse annoncée, le gouvernement commence à peine que déjà on annonce que les promesses faites ne seront pas tenues. La deuxième, qui est encore plus scandaleuse, c'est que madame Goulard a dit qu'il fallait arrêter, en gros, que le ministère français de la Défense, parce que je préfère l'appeler le ministère de la Défense, achète français. Voilà. Elle considère que c'est très très bien si le ministère français de la Défense achète des produits américains ou des produits allemands. Ce qui signifie d'une part qu'elle contribue à enterrer l'industrie militaire française, qui est quand même un des fleurons, notamment à l'exportation. Mais ça veut dire d'autre part qu'elle se met pieds et poings liés dans la main des Américains ou des fournisseurs étrangers. Parce que si, pour acheter vos armes, vous avez recours à des fournisseurs étrangers, vous avez intérêt à filer doux avec ces fournisseurs étrangers-là. Sinon, ils vous couperont la vente de pièces détachées. Madame Goulard témoigne encore une fois que cette femme déteste, en fait, son propre pays. C'est ça. C'est une femme qui déteste la France. C'est une femme qui ne jure que... C'est une ultra européiste. C'est une nationaliste européiste qui nous entraîne à la guerre. Elle est exactement... C'est une cocardière bleue aux étoiles d'or, cette femme, qui déteste la France et qui est prête à nous livrer comme ça, pieds et poings liés, devant l'oligarchie financière et les Américains, tout ça avec la bénédiction de M. Macron, bien entendu. Et puis il y a une autre déclaration qui vient, alors cette fois-ci du Premier ministre, aujourd'hui, M. Édouard Philippe, qui a fait savoir qu'il attendait dans les jours qui viennent un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution budgétaire pour 2017, mais que, d'après ce qu'il pensait, c'est que, en fait, la France n'arriverait pas à tenir les engagements de réduction du déficit budgétaire pris vis-à-vis de Bruxelles. La France avait prévu de diminuer à 2,7% de déficit budgétaire le budget de 2017,
Et monsieur Édouard Philippe nous dit oui, mais c'est pas de notre faute, c'est la faute des précédents. Ils avaient fait des mesures électoralistes qui vont nous coûter beaucoup d'argent. Au passage, je rappelle quand même que dans le gouvernement précédent, même s'il avait pris la poudre d'escampette depuis un peu plus d'1 an, il y avait quand même l'inénarrable Macron qui avait quand même été ministre de l'économie. Bon, monsieur Philippe n'a pas osé sans doute mettre en cause la gestion de monsieur Macron au ministère de l'économie, dans le fait que la France ne va pas réduire comme prévu le déficit budgétaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement le déficit budgétaire pour 2017, pour la énième fois, va dépasser les 3%. Et ça veut dire que, selon toute probabilité, c'est d'ailleurs ce que j'avais annoncé pendant la campagne électorale, eh bien le gouvernement, pour la N+1e fois, va prendre des mesures de très grande sévérité budgétaire. Voilà. Selon toujours ce raisonnement stupide qui est que pour diminuer le déficit budgétaire, il faut diminuer les dépenses de l'État. J'ai déjà expliqué que ça paraît intuitif, mais c'est justement une erreur. C'est que si on diminue les dépenses de l'État en période de récession, les recettes de l'État, qui dépendent de la fiscalité et donc de l'activité économique soutenue ou non par l'État, les recettes dégringolent encore plus vite. Voilà. Donc on est lancé dans la poursuite de la même politique. Depuis M. Juppé, c'est d'ailleurs normal, puisqu'Édouard Philippe était l'âme damnée d'Alain Juppé, ne l'oublions pas, cette politique que nous menons depuis 1995. Donc ce qui est au programme, c'est l'application des grandes orientations des politiques économiques, c'est les oukases de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, c'est la poursuite de la même politique que nous allons avoir lorsque toutes les flonflons des élections vont s'être éteints. Les Français vont partir en vacances, vont pouvoir faire quelques barbecues en famille à la campagne, et puis rendez-vous au mois de septembre, ils découvriront qu'entre-temps, le droit du travail a été saccagé, et que des mesures très sévères en matière budgétaire ont été prises, et notamment augmentation, non peut-être pas de la TVA, mais de la CSG, ce qui revient exactement au même, ponction sur les petits salaires, diminution du nombre de fonctionnaires, désorganisation des services de l'État, etc., etc. Voilà ce qui est au programme de En Marche. C'est pas En Marche avant, c'est En Marche arrière. Eh bien voilà, cet entretien d'actualité arrive à son terme. Votre conclusion, monsieur Asselineau? Conclusion très brève, parce que j'ai été très long, mais il y avait matière. J'ai tenu, comme vous l'avez vu, à répondre à, je crois, la plupart de toutes les critiques qui ont été formulées suite aux résultats des élections législatives. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui suivez l'UPR. Bien sûr que c'est des moments qui sont difficiles. Voilà, on est triste. On aurait aimé faire de meilleurs résultats. On aurait aimé notamment que les gens qui avaient voté pour moi à la présidentielle votent pour moi aux législatives. Encore aurait-il fallu qu'ils sachent que nous étions présents. N'oubliez jamais ça. Moi, j'étais candidat à l'élection législative, dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis. J'ai pas parlé de moi. J'ai fait le meilleur résultat, évidemment. J'ai fait de nos candidats, j'ai fait 2,82% dans une circonscription où j'avais fait 2,02 un mois avant à la présidentielle. Et dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, j'ai tangenté les 4% des suffrages. Mais j'aurais aimé moi-même faire un meilleur score parce que j'étais quand même très 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 bien accueilli. Il faut de la persévérance en toute chose. Il faut de la persévérance, de la persévérance et de la persévérance. Et il faut aussi ne pas baisser les bras et savoir mettre la main à la pâte, y compris financièrement. Donc ici, je vais commencer à souhaiter des bonnes vacances pour ceux d'entre vous qui partez à partir de la mi-juin en vacances. Progressivement, nous allons un peu à ralentir le rythme de ces entretiens d'actualité ou de ces directs. J'en ferai encore avant le mois de juin et j'en ferai certainement encore au mois de juillet. Mais avant de partir pour l'été, je voudrais dire ici un message d'espoir et de confiance. Nous avons eu un long chemin, mais au bout du compte, c'est nous qui détenons la vérité. Et nous allons voir ce qui va en être à l'automne lorsque les Français vont découvrir avec effroi qu'ils ont la même politique que Sarkozy et que Hollande en pire. J'ai une demande à faire. Puisque nous n'avons pas la moyen d'obtenir les financements publics, il faut qu'on trouve les financements d'une autre façon. Nous allons, au cours des jours et des semaines qui viennent,
augmenter considérablement l'activité de la boutique UPR. On va mettre en ligne beaucoup plus de produits. On va faire des innovations. On va également faciliter les versements de dons par prélèvement automatique, ce qui existe mais c'est insuffisamment connu. On va améliorer le système. Et je voudrais ici m'adresser à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui comprenez la gravité du moment. Vous voyez que l'UPR reste toujours droite, quels que soient les aléas des événements. Je vous demande d'adhérer. D'ailleurs, depuis le résultat des élections législatives, nous avons eu pas mal d'adhésions qui sont parvenues, comme quoi il y a quand même des gens en France qui ont de l'intelligence et du cœur. Donc adhérez à notre mouvement, faites-nous des dons, faites-nous des cotisations. Vous savez que si vous payez l'impôt sur le revenu, vous pourrez déduire les 2/3 de votre impôt l'année prochaine lorsque vous aurez reçu les reçus fiscaux. Voilà. Je conclus toujours un petit peu de la même façon, mais c'est important. Si au lieu d'avoir, là nous sommes passés de 14 000 à 28 000 adhérents en l'espace de 6 mois. On a doublé au cours des 6 premiers mois de l'année 2017 ce que nous avions mis 10 ans à bâtir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, si au lieu d'avoir 28 000 adhérents, alors que j'ai eu 332 000 électeurs, si on avait 100 000 adhérents, je peux vous assurer que d'ores et déjà, les médias ne peuvent plus vraiment faire le silence sur nous. Mais si on avait 100 000 adhérents, si on devenait le premier parti en nombre d'adhérents, on changera les choses. C'est la raison pour laquelle je veux bien être le lampiste sur lequel tout le monde tire lorsqu'il y a des mauvais résultats. D'ailleurs, tout le monde ne tire pas. En fait, c'est une toute petite minorité qui a fait quelques critiques très féroces. La grande majorité soutient non seulement moi, mais le Bureau national et toute l'équipe de campagne. Mais si vous croyez dans notre projet collectif, eh bien, il faut que vous preniez en main tous autant que vous êtes, tous autant que nous sommes, comme je l'ai fait moi-même. Et il faut donc prendre la décision, enfin, d'adhérer et de faire adhérer vos proches et de poursuivre ce travail de sape inlassable qui est le nôtre, ce travail de sape de l'oligarchie, ce travail d'éducation populaire. Je vous remercie de la confiance que vous faites à l'Union populaire républicaine. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.